28 juin 1919. Après 4 années d'une guerre éprouvante, l'Allemagne sort humiliée par la signature du traité de Versailles. Pour des millions d'Allemands, c'est un véritable choc. Pendant des mois, la propagande leur avait pourtant laissé croire qu'une victoire restait possible. Tandis que l'Allemagne impériale laisse désormais place à la fragile République de Weimar, la confiance des citoyens s'effondre, mais pour une grande partie de la population, ce nouveau régime démocratique devient rapidement le symbole de la défaite, de l'humiliation et des difficultés du pays. Entre crise économique, instabilité politique et colère populaire, l'Allemagne entre alors dans l'une des périodes les plus fragiles de son histoire. Adolf Hitler est encore qu'un soldat âgé de comme beaucoup, il a juste sur le champ de bataille. Selon l'Allemagne n'aurait pas été vaincue militairement. Le coup de poignard dans le dos, mais tranquillement, lorsque la Première Guerre mondiale prend fin, Adolf Hitler n'est encore qu'un ancien soldat allemand âgé de seulement 29 ans. Comme beaucoup d'anciens combattants, il refuse d'accepter que l'armée allemande ait réellement été vaincue sur le champ de bataille. Dans une Allemagne humiliée et plongée dans le chaos, une idée commence alors à se répandre dans certains milieux nationalistes. Celle du Dolchstoßlegende, le coup de poignard dans le dos. Selon cette théorie, l'Allemagne n'aurait pas été vaincue militairement, mais trahie de l'intérieur par des responsables politiques, des révolutionnaires et certains groupes accusés d'avoir abandonné le pays. Peu à peu, Adolf Hitler adhère profondément à cette croyance. Une croyance qui va nourrir sa colère, mais aussi façonner toute sa vision politique des années à venir. Au début des années 1920, Hitler rejoint un petit mouvement politique, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. À cette époque, ce parti reste extrêmement marginal. Il rassemble quelques centaines de militants, principalement d'anciens soldats, des nationalistes radicaux et des hommes profondément hostiles à la République de Weimar. Mais très rapidement, Hitler se fait remarquer. Contrairement à beaucoup d'hommes politiques de son époque, il possède un talent oratoire exceptionnel. Ses discours sont simples, directs, ils sont émotionnels, mais surtout, ils sont audibles par tous. Il promet des réponses faciles à des problèmes immenses et complexes. Selon lui, l'Allemagne souffre parce qu'elle a été trahie. Elle a été humiliée et affaiblie volontairement. Il désigne alors des ennemis responsables de tous les malheurs du pays. Les dirigeants de la République de Weimar, les communistes, les puissances étrangères, mais surtout les juifs, qu'il accuse de conspirer contre l'Allemagne. En novembre 1923, persuadé que le gouvernement allemand est faible et que le pays peut basculer dans le chaos à tout moment, Hitler tente un coup de force.
entièrement centré autour de sa personne, mais aussi d'unir tous les peuples allemands dans un immense empire. Il affirme également que l'Allemagne doit conquérir de nouveaux territoires vers l'est de l'Europe afin d'assurer sa future puissance. Le livre est aussi profondément raciste et antisémite. Les Juifs y sont décrits comme des ennemis mortels de l'Allemagne, tandis qu'il développe l'idée d'une prétendue race supérieure. À cette époque, beaucoup d'Allemands ne prennent pas encore ces idées au sérieux. Certains voient simplement Hitler comme un agitateur extrémiste parmi d'autres. Pourtant, dans les années qui suivent, une partie de ce qu'il annonce dans Mein Kampf finira tragiquement par devenir réalité. Depuis les années 2000, le pays parvient à stabiliser grâce à d'importants accords économiques. Les usines sont claires et les infrastructures alors que le nouveau développement dans son sens. Pourtant, les investisseurs, ces indices ne reviennent pas la perte de l'économie réelle. Les prix gonflent artificiellement, portés par un enthousiasme collectif. Octobre 1929. L'économie allemande commence tout juste à reprendre son souffle. Depuis le milieu des années 1920, le pays parvient progressivement à se stabiliser grâce à d'importants prêts accordés par les banques américaines. Les usines se relancent peu à peu et les infrastructures se modernisent. Alors qu'à l'autre bout du monde, les actions de Wall Street montent sans cesse, poussant les investisseurs jusqu'à l'euphorie. Pourtant, ces indices boursiers ne reflètent pas la véritable santé de l'économie réelle. Les prix gonflent artificiellement, portés par l'enthousiasme collectif. C'est une bulle spéculative amplifiée par les achats à crédit et la confiance quasi infinie. Mais le 24 octobre 1929, cette confiance s'effondre et avec elle le prix des actions. C'est le jeudi noir. Des fortunes disparaissent presque instantanément. Des banques se retrouvent ruinées, incapables de récupérer l'argent qu'elles avaient prêté aux investisseurs. Alors, la crise s'étend en Allemagne comme dans le reste du monde. Car pour sauver leurs propres banques et limiter les pertes, les États-Unis rappellent alors une grande partie des prêts accordés à l'Allemagne. Le chômage explose dans tout le pays. En seulement quelques années, des millions d'Allemands se retrouvent sans travail, sans économie et parfois même sans nourriture. Dans les grandes villes allemandes, les files d'attente devant les soupes populaires deviennent de plus en plus longues. Beaucoup de familles perdent totalement confiance dans la démocratie de la République de Weimar, incapable de stopper la crise. Dans ce contexte, le parti nazi apparaît pour certains comme une solution radicale, mais efficace. Hitler comprend très vite que beaucoup de citoyens ne cherchent plus forcément la liberté politique avant
aux industriels, il promet de lutter contre le communisme. Aux anciens soldats, il parle de revanche nationale et de réarmement. Aux classes moyennes, ruinées par les crises, il promet le retour de l'ordre et de la prospérité. Mais la montée du parti nazi ne repose pas uniquement sur les discours d'Hitler. Elle s'appuie aussi sur une propagande moderne et extrêmement efficace, organisée par Joseph Goebbels. Rapidement, les nazis comprennent l'importance des médias et de l'image dans une société de masse. Les affiches envahissent les villes allemandes. Les slogans sont courts et faciles à retenir, tandis que la radio, encore relativement récente à cette époque, permet de diffuser les discours d'Hitler dans tout le pays. Les meetings nazis sont soigneusement mis en scène afin d'impressionner les foules. Drapeaux immenses, lumière, uniformes, chants et saluts collectifs donnent une impression de puissance et d'unité. Peu à peu, un véritable culte de la personnalité se construit autour d'Hitler, présenté par la propagande comme le sauveur providentiel de l'Allemagne. En parallèle, la violence politique devient omniprésente dans les rues du pays. Les Sturmabteilung, également appelés les SA ou chemises brunes, jouent un rôle essentiel dans cette stratégie de conquête du pouvoir. Ces groupes paramilitaires protègent les réunions nazies, mais servent aussi à intimider les opposants politiques. Les militants communistes, socialistes ou syndicaux sont régulièrement agressés et les affrontements violents se multiplient dans plusieurs villes allemandes. Beaucoup hésitent désormais à critiquer ouvertement les nazis ou à assister aux réunions des autres partis politiques. En septembre 1930, le parti nazi obtient déjà environ 18% des voix et devient l'une des principales forces politiques du pays. 2 ans plus tard, lors des élections de juillet 1932, le NSDAP recueille près de 37% des suffrages et devient le premier parti du pays au Parlement allemand avec 230 députés. Pourtant, Adolf Hitler ne dispose toujours pas de la majorité absolue pour gouverner seul. Beaucoup d'hommes politiques conservateurs pensent alors pouvoir utiliser sa popularité tout en le contrôlant. Finalement, le 30 janvier 1933, le président allemand Paul von Hindenburg le nomme officiellement chancelier d'Allemagne. Le 27 février, l'incendie de Reichstag, le Parlement allemand à Berlin. Le bâtiment est ravagé par les flammes en pleine nuit et les nazis accusent les communistes de mener une révolution contre l'État allemand. Il utilise peu pour convaincre le président de signer un décret d'urgence qui ne plus les libertés fondamentales, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Quelques semaines seulement après son arrivée au pouvoir, Adolf Hitler commence déjà à transformer profondément l'Allemagne. Le 27 février 1933, un événement va lui offrir une occasion décisive. L'incendie du Reichstag, le Parlement allemand à Berlin. Le bâtiment est ravagé par les flammes en pleine nuit. Les nazis accusent les communistes de préparer une révolution contre l'État allemand. Hitler utilise alors cette peur pour convaincre le président Paul von Hindenburg de signer un décret
les autres partis politiques sont interdits, les syndicats dissous et toute opposition réduite au silence. Les nazis prennent le contrôle de la justice, de la police, de l'éducation et des médias. Dans les rues allemandes, les drapeaux à croix gammée deviennent omniprésents, tandis que la propagande glorifie de plus en plus la figure d'Hitler. En Europe, la majorité des dirigeants ne réalisent pas encore jusqu'où Hitler est prêt à aller. À l'étranger, il cherche d'abord à apparaître comme un dirigeant raisonnable et respectable. Dans ses discours officiels, il affirme vouloir la paix et répète régulièrement que l'Allemagne souhaite simplement corriger les injustices du traité de Versailles. En parallèle, la diplomatie nazie multiplie les discours rassurants afin d'éviter d'inquiéter trop rapidement les autres puissances européennes. Mais, au même moment, l'Allemagne commence déjà à se réarmer, en violation directe du traité de Versailles. Pourtant, en France comme au Royaume-Uni, beaucoup de dirigeants hésitent à réagir fermement. Le traumatisme de la Première Guerre mondiale reste immense dans toute l'Europe. Moins de 20 ans auparavant, des millions de soldats ont été tués dans les tranchées et des régions entières ont été détruites. Dans de nombreux pays, une grande partie de la population veut absolument éviter une nouvelle guerre. Le pacifisme devient extrêmement puissant, au point d'être dangereux, notamment au Royaume-Uni, où beaucoup pensent qu'il faut privilégier la négociation plutôt que le conflit. À cela s'ajoutent les difficultés économiques provoquées par la crise de 1929. Dans ce contexte, certains dirigeants espèrent qu'en acceptant certaines demandes d'Hitler, il sera alors possible de préserver la paix durablement. Mais le Führer comprend très rapidement cette hésitation des démocraties européennes et commence alors à les tester progressivement. En 1933, l'Allemagne quitte la Société des Nations sans provoquer de réaction majeure. Puis, en 1935, Hitler rétablit le service militaire obligatoire et annonce publiquement le réarmement allemand, pourtant interdit par le traité de Versailles. Là encore, les réactions restent limitées. En 1936, les troupes allemandes entrent dans la Rhénanie, une région située à la frontière de la France, qui devait rester démilitarisée après la Première Guerre mondiale. Cette décision est extrêmement risquée, car l'armée allemande n'est pas encore prête pour une guerre contre la France. Hitler lui-même craint alors une intervention militaire française. Pourtant, ni la France, ni le Royaume-Uni ne réagissent militairement. Pour le Führer, c'est une victoire immense. Chaque succès obtenu sans opposition renforce alors sa popularité en Allemagne et lui donne davantage confiance dans ses ambitions futures. Peu à peu, il comprend que les démocraties européennes semblent prêtes à céder encore et encore pour éviter une nouvelle guerre, tandis qu'il prépare déjà l'expansion de l'Allemagne nazie à travers l'Europe.
1936, le régime nazi cherche encore à maintenir son image à l'étranger. Il profite alors des Jeux olympiques d'été organisés à Berlin. Pendant plusieurs semaines, l'Allemagne accueille des athlètes, des journalistes venus du monde entier. Pour Hitler et la propagande nazie, ces Jeux représentent une occasion exceptionnelle de montrer une image moderne, organisée et rassurante du régime. Les rues sont soigneusement préparées. Certaines affiches antisémites disparaissent temporairement et tout est mis en scène afin de donner l'impression d'un pays stable, puissant et respecté. À l'étranger, beaucoup de visiteurs repartent avec l'impression que l'Allemagne nazie est finalement moins dangereuse qu'on le craignait. Pourtant, derrière cette façade soigneusement contrôlée, la dictature continue de se renforcer et les persécutions contre les opposants et les juifs se poursuivent déjà dans le pays. Fort de ses succès diplomatiques et du manque de réaction des démocraties européennes, Adolf Hitler devient de plus en plus audacieux. En mars 1938, il réalise l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche. Depuis longtemps, il affirme vouloir réunir tous les peuples allemands dans un même empire. Les troupes allemandes entrent alors en Autriche sans rencontrer de véritable résistance, tandis qu'une partie importante de la population autrichienne accueille les soldats allemands avec enthousiasme. Une nouvelle fois, les réactions internationales restent très limitées. Ni la France, ni le Royaume-Uni n'interviennent militairement. Ce nouveau succès renforce encore davantage la confiance d'Hitler, qui comprend que les démocraties européennes semblent toujours déterminées à éviter une guerre à n'importe quel prix. Alors, quelques mois plus tard, il tourne désormais son attention vers la Tchécoslovaquie. Il revendique la région des Sudètes, un territoire tchécoslovaque où vivent plusieurs millions d'habitants germanophones. Officiellement, il prétend simplement vouloir protéger les populations allemandes vivant en dehors du Reich. Mais en réalité, il cherche surtout à affaiblir, puis à contrôler progressivement la Tchécoslovaquie. Face au risque de guerre, les dirigeants français et britanniques choisissent une nouvelle fois la négociation. En septembre 1938, les représentants de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Allemagne se réunissent lors des Munich Agreement. Sans même la présence des dirigeants tchécoslovaques, les démocraties européennes acceptent finalement de céder les Sudètes à Hitler en échange d'une promesse de paix. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain pense alors avoir évité une nouvelle guerre européenne. À son retour à Londres, il déclare même avoir obtenu la paix pour notre temps. Mais cette politique d'apaisement repose sur une grave erreur. Croire qu'Hitler se satisfera de ses concessions territoriales. Mais en réalité, chaque victoire diplomatique du Führer renforce encore davantage ses ambitions. Seulement après les accords de Munich, en mars 1939, l'armée allemande envahit le reste de la Tchécoslovaquie. Cette fois, Hitler ne peut plus prétendre vouloir simplement réunir des populations allemandes. Il vient de rompre ouvertement ses promesses et de montrer que ses ambitions dépassent largement la simple révision du traité de Versailles. Pour la France et le Royaume-Uni,
Les illusions diplomatiques commencent alors à disparaître. De plus en plus de dirigeants comprennent désormais qu'Hitler ne cherche pas seulement à corriger les frontières européennes, mais qu'il prépare probablement une guerre beaucoup plus vaste. Pourtant, avant de passer à l'étape suivante, Hitler veut sécuriser sa position. Son objectif est d'éviter à tout prix que l'Allemagne ait à combattre simultanément sur deux fronts, comme durant la Première Guerre mondiale. Car à l'est de l'Europe se trouve l'Union soviétique de Joseph Staline, un régime communiste pourtant considéré depuis des années comme l'un des principaux ennemis idéologiques du nazisme. C'est pourquoi l'annonce du pacte Molotov-Ribbentrop, le pacte germano-soviétique, en août 1939, provoque un immense choc dans toute l'Europe. Officiellement, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique signent un simple pacte de non-agression et promettent de ne pas se faire la guerre. Mais derrière cet accord diplomatique se cachent en réalité des clauses secrètes extrêmement importantes. Hitler et Staline prévoient discrètement de se partager une partie de l'Europe de l'Est, notamment la Pologne, qui doit être divisée entre les deux puissances. Pour Hitler, ce pacte représente une victoire stratégique majeure. Désormais, il pense pouvoir attaquer la Pologne sans craindre immédiatement une intervention soviétique. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande lance finalement l'invasion de la Pologne. À l'aube, les troupes nazies franchissent les frontières polonaises, tandis que l'aviation allemande bombarde plusieurs villes et infrastructures stratégiques du pays. Hitler affirme alors agir pour défendre l'Allemagne contre une prétendue menace polonaise. Mais cette justification sert surtout de prétexte pour déclencher une guerre préparée depuis longtemps. Très rapidement, l'armée allemande utilise une nouvelle stratégie militaire particulièrement brutale et efficace, la Blitzkrieg, ou guerre éclair. Face à cette offensive moderne et massive, la Pologne peine à résister malgré la mobilisation de son armée. Mais l'invasion allemande n'est en réalité qu'une partie du plan prévu quelques semaines plus tôt dans les clauses secrètes du pacte Molotov-Ribbentrop. Le 17 septembre 1939, l'Union soviétique entre à son tour en Pologne par l'Est. Les forces de Joseph Staline envahissent les territoires prévus dans l'accord conclu avec Hitler. Pris en étau entre les deux puissances, le pays est rapidement submergé. En quelques semaines seulement, la Pologne est démembrée, puis partagée entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Cette fois, la France et le Royaume-Uni comprennent qu'Hitler ne s'arrêtera plus. Alors, le 3 septembre 1939, la France, puis le Royaume-Uni, déclarent officiellement la guerre à l'Allemagne. Pourtant, après cette déclaration, le front occidental reste étrangement calme. Pendant plusieurs mois, la France est sous la bonne position une immense ligne de fortifications construite pour empêcher une invasion. Une nouvelle guerre est partie. Pourtant, après cette déclaration de guerre, le front occidental reste étrangement calme pendant plusieurs mois. En France, les soldats prennent position derrière la célèbre ligne Maginot, une immense ligne de fortifications construite pour empêcher une invasion allemande
espère alors pouvoir éviter une nouvelle guerre longue et meurtrière comme celle de 1914. Cette période d'attente que l'on surnommera plus tard la drôle de guerre donne l'illusion d'un conflit presque immobile. Mais derrière ce silence apparent, l'armée allemande prépare déjà une offensive fulgurante. Le 10 mai 1940, les forces d'Adolf Hitler lancent une attaque massive contre l'Europe de l'Ouest. Les blindés allemands contournent la ligne Maginot en passant par la Belgique et les Ardennes. Un secteur que l'état-major français pensait difficilement franchissable. Pourtant, en quelques semaines seulement, l'armée française est dépassée par la rapidité de la Blitzkrieg allemande. Paris est occupé le 14 juin 40, puis le 22 juin, la France signe l'armistice avec l'Allemagne nazie. Pour Hitler, c'est une victoire spectaculaire. Une grande partie de l'Europe se retrouve désormais sous domination allemande ou sous influence du régime nazi. Pourtant, malgré cette expansion fulgurante, la guerre est encore loin d'être terminée. Car à l'autre bout du monde, dans l'océan Pacifique, les tensions continuent de monter entre le Japon et les États-Unis. Et bientôt, une attaque surprise va faire basculer définitivement le conflit dans une guerre mondiale totale. Dans le prochain épisode, celui qui apparaît maintenant sur ton écran, nous partirons direction l'océan Pacifique pour découvrir comment l'attaque de Pearl Harbor a bouleversé la Seconde